Bismillahirrahmanirrahim. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite révision du cours 6. Hein, d'accord. On a vu donc les organes, après avoir vu les organes lymphoïdes primaires qui sont la moelle osseuse et le thymus, la moelle osseuse dans laquelle naissent les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et les lymphocytes B, ils deviennent mûrs au niveau de la moelle osseuse. Les lymphocytes T vont migrer dans le thymus pour devenir mûrs. Alors, ensuite, une fois que ces lymphocytes sont mûrs, hein, ils vont donc passer des organes lymphoïdes primaires vers les organes lymphoïdes secondaires. Alors, ces organes lymphoïdes secondaires, on a vu, ce sont donc des structures où les lymphocytes B et lymphocytes T vont venir. Aussi, les cellules dendritiques qui apportent les antigènes, donc ils vont donc se coupler avec les lymphocytes T et lymphocytes B au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour démarrer la réaction immunitaire spécifique. D'accord. Alors, on a dit que les ganglions lymphatiques sont dans la circulation, le long de la circulation lymphatique. Là, c'est la structure d'un ganglion avec le cortex, la partie paracortex et la médullaire. D'accord. Alors, on a dit que dans le cortex, vous allez avoir surtout donc les lymphocytes B, hein, d'accord, lymphocytes B au niveau du cortex. Au niveau de la paracortex, vous allez avoir des lymphocytes T, et au niveau de la médullaire, vous allez avoir les lymphocytes B qui se sont transformés en plasmocytes, ainsi que certains lymphocytes T, et bien sûr des anticorps qui vont être synthétisés. Alors, donc, on a dit qu'au niveau du cortex, nous avons donc des centres germinatifs au niveau des follicules secondaires dans lesquels vous allez avoir le lymphocyte, le lymphocyte T qui va être stimulé par une cellule dendritique qui va apporter l'antigène, qui va se coupler au lymphocyte T pour l'activer. Le lymphocyte T va activer le lymphocyte B qui va donc entrer dans la zone sombre, subir un certain nombre de proliférations et une hypermutation somatique. Ensuite, il va passer dans la zone claire pour donc améliorer leur affinité en se couplant d'une part à des cellules dendritiques folliculaires, j'ai dit, qui fixent l'anticorps qui est fixé sur l'antigène, et aussi il se fixe aussi le lymphocyte T folliculaire qui va le stimuler, ce qui fait que ce lymphocyte B va se différencier en plasmocyte qui produit des anticorps, et aussi il va laisser des lymphocytes B mémoire. D'accord. Alors, le deuxième organe, qui est la rate, qui est l'équivalent du ganglion lymphatique, et contrairement au ganglion lymphatique qui va filtrer la lymphe, alors la rate, elle va filtrer le sang. D'accord. C'est une opération de sang. Alors, voilà, la rate, elle est située ici. Là, c'est sa structure avec la pulpe rouge, avec la partie marginale et la pulpe blanche autour. D'accord. Alors, la pulpe rouge, nous allons avoir surtout surtout un filtrage des antigènes. Et dans la pulpe blanche, il y aura surtout la réponse immunologique. Alors, il y a le troisième tissu lymphoïde secondaire qui est le MALT, hein, donc qui est une structure qui se trouve dans les muqueuses. Je vous rappelle, il y a à peu près 400 mètres carrés de muqueuses que nous possédons. Alors, ces muqueuses, ils doivent être surveillées par des structures qui s'appellent le MALT. Alors, il y a surtout au niveau de ce MALT-là, au niveau de la muqueuse, synthèse des immunoglobulines A qui vont traverser les muqueuses et aller vers la lumière ici dans l'intestin pour neutraliser les antigènes. Il y a également des plaques de Peyer, hein, qui sont des structures qui vont participer aussi dans l'immunité
spécifique. Alors, nous avons également une partie importante qui est la coopération cellulaire. Je vous ai dit que la coopération cellulaire, c'est quelque chose de très important parce que c'est elle qui va permettre, bien sûr, la poursuite de la réaction immunitaire spécifique. On a des coopérations entre lymphocytes T et CPA, d'une part, et d'autre part, entre lymphocytes T et lymphocytes B, et aussi, ou bien entre lymphocytes B et les cellules dendritiques. Alors, cette coopération cellulaire, elle est ici une cellule cible qui va présenter l'antigène dans une molécule de CMH de classe 1 qui va donc se coupler ou bien se fixer sur un lymphocyte TCD8 par son récepteur TCR. Donc, c'est une première activation. Ensuite, il y aura des molécules de co-stimulation qui vont renforcer la liaison et qui ont un rôle aussi de production de cytokines. Alors, ces cytokines qui vont donc constituer des signaux de co-stimulation. Alors, ces signaux de co-stimulation qui vont renforcer la réaction immunitaire. Alors, ici, c'est un petit résumé de ce qui se passe. Alors, ici, une cellule présentatrice d'antigène ou bien une cellule infectée par un virus qui va présenter l'antigène à un lymphocyte T4, T4H, qui va être activé. Donc, c'est la phase d'activation. D'abord, on a la reconnaissance de façon spécifique. Donc, je vous ai dit, chaque lymphocyte T, il va se fixer sur son antigène de façon spécifique. D'accord? Il y aura une activation de ce lymphocyte T4, puis une expansion clonale, donc c'est une multiplication, puis une différenciation qui va donner le lymphocyte T4 effecteur, qui va donc activer les macrophages et les lymphocytes B. Et une partie de ces lymphocytes qui va rester en mémoire. Dans le cas d'une infection virale, nous allons avoir une cellule infectée par le virus qui va présenter l'antigène au lymphocyte T8, c'est la phase d'activation. Ensuite, il y aura une phase, donc une activation. Donc, bien sûr, il y a des cytokines, l'interleukine 2, qui va faciliter cette activation. Ensuite, il y aura une multiplication de ces lymphocytes. Donc, une partie va donner les lymphocytes CD8 qui vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques qui vont donc permettre la cytotoxicité, donc détruire la cellule infectée par le virus. Et une partie des lymphocytes B vont rester en mémoire. D'accord? Alors, dans ce cours 6, on va maintenant parler un petit peu des antigènes. On a parlé souvent des antigènes. Qu'est-ce que c'est des antigènes? Alors, les antigènes, ce sont donc des substances qui sont des protéines en général qui sont capables de provoquer et de mobiliser le système immunitaire et de provoquer une réaction immunitaire. D'accord? Donc, un antigène, de façon générale, c'est une substance, on va voir ce que c'est, qui est capable de mobiliser le système immunitaire et de provoquer une réaction immunitaire. Alors, la plupart des antigènes sont de grosses molécules complexes, naturelles ou synthétiques, que l'on ne rencontre pas normalement dans l'organisme. Alors, en général, on parle d'antigènes, donc pour les micro-organismes qui viennent de l'extérieur. D'accord? C'est ça, un antigène. Normalement, on ne le rencontre pas dans l'organisme. Ce sont des micro-organismes étrangers qui peuvent être pathogènes. En conséquence, notre système immunitaire les considère comme un intrus ou bien un non-soi. Alors, les micro-organismes ou bien les antigènes externes sont appelés font partie du non-soi et bien sûr, nos cellules sont du soi. Alors, il y a deux types d'antigènes. Il y a des antigènes complets et des antigènes incomplets des APN. Les antigènes peuvent être complets ou incomplets. D'accord? Les antigènes complets présentent deux propriétés. Il y a l'immunogénicité et la réactivité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunogénicité? L'immunogénicité, c'est la capacité de stimuler la prolifération des lymphocytes spécifiques et la formation d'anticorps. C'est une immunogénicité, ça veut dire de stimuler la réaction immunitaire, stimuler la prolifération des lymphocytes spécifiques et la formation d'anticorps. Ça, c'est l'immunogénicité. La deuxième propriété qui est la réactivité,
qui est la capacité d'interagir avec les lymphocytes activés et les anticorps libérés à l'occasion de réactions immunologiques. Alors, c'est l'étape qui est la suivante. Il y a d'abord l'immunogénicité qui stimule la prolifération des lymphocytes et formation d'anticorps. Ensuite, il y a la réactivité, qui est la capacité d'interagir avec les lymphocytes activés, les anticorps libérés à l'occasion des réactions immunologiques. Donc, ça, ce sont deux propriétés fondamentales des anticorps complets. Alors, un antigène complet peut être toutes les protéines étrangères, d'accord? Les acides nucléaires étrangers également, certains lipides qui peuvent être bien sûr considérés comme des antigènes complets, et de nombreux polysaccharides de grande taille, des polysaccharides, surtout les polysaccharides qui se trouvent sur la membrane, sur le manteau ou bien sur le cell coat. Alors, tout cela peuvent être donc des antigènes complets. Alors, parmi toutes ces substances, ce sont donc les protéines qui constituent les antigènes les plus puissants. Alors, les antigènes les plus puissants sont donc quoi? Sont les protéines. Les lipides sont moins antigéniques, et donc les protéines, les acides nucléaires, etc., et les polysaccharides également sont moins antigéniques que les protéines. Alors, dans le cas des graines de pollen, vous savez, donc les graines de pollen, ce sont donc les plantes ou bien les fleurs qui émettent des graines de pollen pour permettre la reproduction. Alors, les graines de pollen et les micro-organismes, bactéries, virus, donc les mycètes, les protozoaires, etc., les vers et les parasites, sont immunogènes. Alors, ils sont immunogènes, ça veut dire, comme on a vu tout à l'heure, ils sont capables de stimuler la prolifération des lymphocytes. Alors, ils sont immunogènes parce que leur surface enveloppe ou capside, dans le cas du virus, porte de nombreux macromolécules étrangères différentes. Donc, ils sont immunogènes. Ça veut dire qu'ils peuvent donc stimuler la réaction immunitaire. Un même micro-organisme peut porter plusieurs antigènes. Donc, par exemple, une bactérie, elle peut avoir plusieurs antigènes différents qui peuvent donc provoquer des réactions immunologiques spécifiques différentes. Par exemple, les antigènes de la capsule d'une bactérie sont différents, sont différents des antigènes de sa paroi ou de ses flagelles. Donc, il y a plusieurs antigènes sur la même bactérie. En général, les petites molécules telles que les peptides, les nucléotides, les nombreuses hormones ne sont pas immunogènes. Les petites nucléotides ou bien les nombreuses hormones ou les petits peptides ne sont pas immunogènes, mais elles se lient aux propres protéines, de l'organisme, des vecteurs. Donc, ils peuvent se fixer sur des vecteurs, donc des protéines plus importantes. Donc, le système immunitaire peut reconnaître l'association de ces petites molécules plus le vecteur comme étrangères et déclencher une attaque dont les effets sont dommageables, plus dommageables que protecteurs. Donc, les petites molécules qui normalement ne sont pas immunogènes peuvent se lier à de grosses protéines, à de grosses molécules, qui, elles, l'association va être immunogène et peut provoquer une réaction immunitaire qui peut être dommageable, qui peut être des fois mortelle. Alors, nous avons par exemple les allergies, dans de tels cas. Les petites molécules coupables est appelée aptène. Aptène, ça veut dire saisir, ou antigène incomplet. Aptène ou antigène incomplet, pourquoi? Parce que ces aptènes ne possèdent pas d'immunogénicité, ils possèdent une réactivité. À moins d'être couplés à des protéines vecteurs, les aptènes possèdent la propriété de réactivité, vous voyez, il y a la propriété de réactivité, mais non celle de l'immunogénicité. Ça veut dire que ces aptènes, s'ils se couplent à des protéines vectrices comme ici, protéines plus grosses, elles peuvent devenir des antigènes complets et provoquer des réactions immunitaires spécifiques. Outre certains médicaments, des substances chimiques peuvent se comporter comme des aptènes.
des substances chimiques, certains produits cosmétiques ou quelques produits domestiques, industriels, courants, ils peuvent donc se comporter comme des aptènes, hein, et bien sûr, se coupler à des vecteurs et devenir donc, des antigènes complets qui peuvent provoquer des réactions immunitaires spécifiques. Alors, le cas de la pénicilline, que vous savez, c'est un antibiotique sécrété par Penicillium, une bactérie. Alors, cette pénicilline qui sert donc pour guérir, pour détruire les bactéries, est bien connue. Donc, cet antibiotique n'est pas une substance antigénique en elle-même, mais elle peut devenir, en s'unissant à des protéines du sang, hein, qui va servir comme vecteur, et provoquer alors une réaction allergique grave. Alors, vous savez qu'il y a certaines personnes, s'ils s'injectent la pénicilline, ils peuvent avoir des effets immunologiques très graves qui peuvent conduire même à la mort. Alors, la pénicilline, qui normalement n'est pas immunogénique, c'est un aptène qui peut se coupler à des protéines vectrices du sang pour devenir un antigène complet et produire une réaction allergique grave. Alors, un antigène, en général, hein, il peut porter plusieurs, donc ce qu'on appelle des déterminants antigéniques ici, hein, c'est comme des serrures. Ces déterminants antigéniques contre lesquels vont être fabriqués des anticorps spécifiques, ici l'anticorps A, ici l'anticorps B, ici l'anticorps C, alors qui va se fixer de façon spécifique sur son déterminant antigénique. D'accord? C'est comme l'histoire d'une clé et d'une serrure, hein, qui va donc se fixer de façon spécifique sur la clé qui va rentrer spécifiquement dans sa serrure. Alors, la capacité d'une molécule de se comporter comme un antigène repose à la fois sur sa taille et sur la complexité de sa structure. D'accord? Seules certaines parties d'un antigène complet, appelées déterminants antigéniques, c'est ces parties-là, hein, ou bien épitopes, déterminants antigéniques ou bien épitopes, sont antigéniques. Seulement ces parties-là qui sont antigéniques. Le reste n'est pas antigénique, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas activer une réaction immunitaire spécifique. Alors, les anticorps libres ou bien les lymphocytes activés peuvent se lier à ces sites, hein, d'une façon assez semblable à celle d'une enzyme avec son substrat. Une enzyme qui se fixe sur son substrat ou bien une clé qui rentre dans sa serrure de façon spécifique, c'est la même chose qu'un anticorps qui se fixe sur son épitope ou bien sur son déterminant antigénique. Alors, la majorité des antigènes naturels présentent à leur surface plusieurs déterminants antigéniques différents, comme je l'ai dit, certains plus aptes que d'autres à provoquer une réaction immunitaire. Bien sûr, chacun a son immunogénicité, ça veut dire qu'ils peuvent provoquer une réaction immunitaire plus forte que l'autre, ça dépend des épitopes. Alors, des déterminants antigéniques différents sont reconnus par des lymphocytes différents, hein. Ici, chaque déterminant va être reconnu par un lymphocyte B, lymphocyte B1, lymphocyte B2, lymphocyte B3. Donc, ce sont des lymphocytes différents et chaque lymphocyte va démarrer une réaction immunitaire spécifique contre ce déterminant antigène. Un seul antigène peut mobiliser contre lui plusieurs populations de lymphocytes et stimuler la formation d'une grande variété d'anticorps. Donc, un seul antigène peut avoir plusieurs déterminants antigéniques et provoquer plusieurs types d'anticorps. D'accord? Les grosses protéines portent bien sûr des centaines de déterminants antigéniques, ce qui explique leur haut degré d'immunogénicité et de réactivité. Les grosses molécules, bien sûr, ils vont avoir plusieurs déterminants, donc des centaines de déterminants antigéniques, ce qui va provoquer, donc bien sûr, la production de centaines d'anticorps différents. D'où leur haut degré, hein, leur haut degré de réactivité. Hein. C'est pour ça que les grosses protéines sont très réactives et sont des anticorps, sont des antigènes complets très forts.
Alors, donc, on va... bon, c'est pas la peine de parler de ça. Alors, on va rentrer maintenant pour voir comment... donc, maintenant, on a vu les antigènes. On a dit qu'il existe des antigènes complets et des antigènes incomplets. Donc, l'antigène complet possède une immunogénicité, une réactivité. Et l'antigène incomplet, qui est anaptène, s'il se couple, donc incomplet, il ne possède pas d'immunogénicité, mais il possède une réactivité. S'il se couple avec une protéine vectrice, il peut devenir un antigène complet et provoquer une réaction immunitaire spécifique. Alors maintenant, on va voir comment une cellule, on avait parlé de cellules présentatrices d'antigènes avant, rapidement. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails et voir comment cette cellule présentatrice d'antigènes, qui normalement est un macrophagocyte, ça peut être également un lymphocyte B, qui va donc prendre l'antigène, le fixer, l'internaliser, le découper en petits morceaux et le sortir à l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un apprêtement. D'accord? Ça veut dire une préparation. On prépare l'antigène pour le sortir à l'extérieur et pour le présenter à un lymphocyte T en général. Alors, cette présentation, donc d'abord, nous avons les cellules présentatrices, CPA. La fonction des CPA dans l'immunité consiste à digérer l'antigène, donc des antigènes étrangers, et à présenter des fragments de cet antigène à l'extérieur, donc en général au lymphocyte T, pour qu'il puisse activer la réaction immunitaire spécifique. Les CPA servent à présenter les antigènes aux cellules qui ont pour tâche de détruire et de les détruire ou d'y participer. Donc, en général, les CPA présentent l'antigène qui a été préparé donc à certaines cellules pour les détruire ou bien pour activer leur destruction. Alors, les cellules dendritiques sont spécialisées dans la présentation d'antigènes provenant des virus. En général, les virus qui rentrent dans le tissu, en général, ce sont les cellules dendritiques qui les prennent, qui vont les digérer, les phagocyter et les présenter. Les macrophagocytes, comme les macrophages, les monocytes, ou les PNN, dont celles des antigènes particulières, bactéries ou aussi des virus. Les macrophagocytes, surtout les bactéries. Donc, ils sont spécialisés des bactéries, mais il peut y avoir également des virus qui sont reconnus. Alors, les lymphocytes B, comme on va voir par la suite, ils sont spécialisés dans la synthèse des anticorps, mais également, ils peuvent capter les antigènes, comme on a dit, qui sont libres dans le sang, ou même celles qui sont particulières, qui sont fixées sur des membranes protéiques. Les lymphocytes B présentent des antigènes solubles, des toxines, qui se trouvent donc dans le sang, dans la lymphe. Ils peuvent donc les attraper de façon spécifique et bien sûr les présenter, les digérer et les présenter comme une cellule présentatrice d'antigènes. D'ailleurs, les lymphocytes B sont considérés également, ils font partie des cellules présentatrices d'antigènes, CPA. Alors, comment se fait ça? On l'a déjà vu. Donc, un antigène, une cellule, une CPA, qui va donc attraper un antigène, qui va rentrer à l'intérieur. Donc, cet antigène va être coupé par des enzymes protéolytiques. Ensuite, il va y avoir sorti des parties qui sont cassées dans des vecteurs, sur des vecteurs, des taxis, une sorte de protéines qui s'appellent CMH de classe 2, qui vont présenter ces antigènes à l'extérieur. Donc là, c'est dans le cadre d'un antigène qui vient de l'extérieur, qui rentre à l'intérieur d'une CPA, qui est dégradé et présenté dans une molécule de CMH de classe. Ça, on l'a déjà vu. Donc l'antigène, il est internalisé, dégradé et présenté dans une molécule de CMH de classe. Alors, il existe également ce qu'on appelle des auto-antigènes, comme on l'a vu avant. Ce sont des marqueurs du soi, des marqueurs donc des protéines du soi, qui sont des auto-antigènes. Normalement, ils ne sont pas naturels,
normalement, ce sont des protéines qui sont modifiées, qui ont subi une mutation. C'est pour ça qu'on les appelle des auto-antigènes. Alors, la membrane de toutes nos cellules est parsemée d'une immense variété de molécules protéiques. Alors, nous possédons sur nos membranes de toutes nos cellules, nous avons des protéines qui sont à l'extérieur. Alors, quand notre système immunitaire est programmé adéquatement, ces auto-antigènes ou marqueurs du soi ne sont pas étrangers. Hein? Donc, ces antigènes, ces protéines du soi peuvent être considérés comme des auto-antigènes. Alors, ne sont pas étrangers pour notre organisme, mais ils le sont fortement pour l'organisme d'une autre personne. Donc, mes protéines personnelles ne sont pas étrangères pour moi, mais elles sont étrangères pour une autre personne. D'accord? Alors, c'est le phénomène qui est à l'origine des réactions indésirables déclenchées par une transfusion ou un greffon. Par exemple, si je prends un morceau de foie ou un morceau de rein, etc., et je le transpose à une autre personne, je le transplante à une autre personne, donc cette personne, elle va considérer que le tissu qu'on lui a injecté, qu'on lui a greffé, étranger, donc il va essayer de le détruire. Alors, parmi ces protéines de surface qui marquent les cellules comme faisant partie du soi, se trouve un groupe de glycoprotéines appelées protéines du CMH ou bien système HLA. Ça, on en a parlé. Hein? Donc, ce sont des protéines de CMH, Human Leukocyte Antigen, qui sont codées par les gènes composant le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, ces protéines sont codées par ces CMH et on appelle ces protéines de façon fausse, on les appelle CMH. Mais en fait, ce sont donc des antigènes, pas des antigènes, ce sont des gènes. Ce sont des gènes qui vont coder pour des protéines du CMH. Et on les appelle CMH, donc on avait molécules de CMH. Il est peu probable que deux individus, sauf les vrais jumeaux, possèdent des protéines du CMH identiques. Alors, les CMH, chaque personne possède son CMH personnel. D'accord? D'ailleurs, donc chacun, nous, on possède les mêmes CMH pour toutes nos cellules. On a les mêmes CMH. C'est comme une pièce d'identité, donc ça fait partie du système HLA. Alors, il existe deux catégories de protéines CMH. Il y a, comme on a dit, des CMH de classe 1. Presque toutes les cellules de l'organisme les possèdent. Toutes nos cellules possèdent des CMH de classe 1. Et aussi, on a des CMH de classe 2. Hein. Alors, cette classe 2 rencontrée seulement sur certaines cellules qui interviennent dans la réaction immunitaire. Alors, surtout dans les cellules immunitaires, qui prennent l'antigène, qui les dégradent et qui les présentent à l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. Alors, les cellules de notre corps, normalement, ne possèdent pas de CMH de classe 2, mais elles possèdent toutes les CMH de classe 1. D'accord? Alors, schématiquement, les protéines CMH de classe 1 et de classe 2 sont schématiquement comme ça. Donc, c'est une protéine qui est fixée par une petite protéine à la membrane cellulaire. D'accord? Et ici, vous avez un creux, ce creux dans lequel va se fixer de façon spécifique l'antigène ou bien le morceau d'antigène qui va sortir de la cellule. Il va sortir dans ce creux-là. C'est comme un bol dans lequel vous avez le peptide à présenter ou bien l'antigène à présenter. Alors, pour le CMH, oui, d'accord, dans ce cas, donc pour la classe 1, donc vous avez une seule queue. Et pour le classe 2, c'est pour ça que vous avez deux CMH de classe 2, là, CMH de classe 1 parce qu'il y a une seule queue. Vous avez la même chose, donc avec une protéine qui a comme un creux dans lequel on a un antigène qui est présenté. Alors, chaque molécule du CMH possède un sillon profond. Vous avez ici un sillon, un creux profond. La niche à peptide qui contient habituellement un peptide à présenter. Bon, alors là, je vais vous présenter un schéma de synthèse, un schéma qui vous montre comment une cellule présente l'antigène vers l'extérieur.
Alors ici, vous avez un schéma qui est un petit peu compliqué, mais on va essayer d'aller doucement. Alors, je vais l'expliquer sur le schéma ici. Et après, on va avoir le texte. Vous pouvez le lire tranquillement pour essayer de réexpliquer le schéma. Alors ici, nous avons une cellule présentatrice d'antigènes ou bien une cellule, donc une cellule présentatrice d'antigènes ou bien une cellule infectée par un virus. Donc, on va voir la différence. Donc ici, le noyau, vous avez le noyau, vous avez synthèse de CMH de classe 2 ici, et la synthèse de CMH de classe 1, d'accord? Ici, donc, le noyau qui va synthétiser, donc, il va coder l'ARN. L'ARN, ici, au niveau du réticulum endoplasmique, vous allez avoir des ribosomes qui vont synthétiser une protéine de CMH de classe 2 ou bien CMH de classe 1. Alors, la protéine CMH de classe 2 va posséder une protéine qui s'appelle LI. Donc, c'est une protéine ici comme un L, ici en noir. Vous pouvez la voir si vous agrandissez un petit peu. Je vais essayer d'agrandir un peu pour voir cette protéine-là. Vous voyez ici, une protéine ici en L qui va cacher un site de fixation de l'antigène. Alors, ensuite, ici, dans le CMH de classe 1, CMH de classe 1 ici, il n'y a pas, pardon, ici, le CMH de classe 1, il n'y a pas de molécule L. D'accord? Ensuite, donc, ces protéines vont passer dans le Golgi, cis, média et trans, pour la maturation de ces protéines. Et il y aura donc pour la CMH de classe, pour, attendez, on va essayer d'agrandir un petit peu ça. Voilà. Alors, pour le CMH de classe 2, il va sortir. Quand il sera dans le réticulum endoplasmique, il va passer dans une vésicule de stockage de CMH de classe 2. Dans cette molécule de stockage, on a toujours la molécule LI qui est attachée à cette CMH de classe 2. En plus, ça va passer dans une autre vésicule avec des enzymes. Vous allez avoir donc des enzymes. Alors, ici, l'antigène qui va venir de l'extérieur, une bactérie par exemple, va rentrer par endocytose, va rentrer dans des vésicules, une vésicule qui contient des enzymes, va se couper en petits morceaux et des morceaux d'antigène vont se fixer. Bon, bien sûr, ils vont devoir se fixer sur cette CMH de classe 2, mais avant ça, la molécule LI va se détacher. Vous voyez, ici, la molécule LI qui était attachée ici va se détacher pour laisser la place à l'antigène pour se fixer. Et après, donc, le CMH de classe 2 qui porte l'antigène va sortir à l'extérieur. À l'extérieur, donc à la surface de la cellule. Ça, c'est la présentation de l'antigène qui vient de l'extérieur, par exemple une bactérie, qui donc va retrouver le CMH de classe 2 qui est synthétisé et qui va se coupler à des morceaux de cette bactérie et pour ensuite des morceaux des antigènes vont sortir dans une molécule de CMH de classe 2. Alors, je vous rappelle que cette partie, ça fait partie du cas de quand il y a un antigène qui vient de l'extérieur, surtout si c'est une bactérie. Dans le deuxième cas, dans le cas où nous avons une infection par un virus, le virus, vous savez, il va se fixer sur la membrane, il va injecter son génome au niveau du noyau, et le noyau, il va synthétiser des virus. Alors, nous allons avoir une synthèse de CMH de classe 1, en même temps, la synthèse du virus qui va être couplé à ce CMH de classe 1. Alors, ce CMH de classe 1 il va sortir avec le virus, traverser le Golgi et sortir dans une molécule de CMH de classe 1. Donc, ça va sortir à l'extérieur. Dans ce cas-là, ce CMH de classe 1, il va présenter un virus qui a été synthétisé par
la cellule. Donc, c'est un antigène qui est endogène. Hein, qui est endogène, ça veut dire un antigène qui vient de l'intérieur. Par contre, ici, l'antigène, il vient de l'extérieur. C'est un antigène exogène. D'accord? Donc là, ça représente un peu donc les deux schémas, les deux cas de figure. D'accord? Le cas de CMH de classe 2, comment il présente l'antigène qui vient de l'extérieur. Une fois dégradé, il va présenter des morceaux d'antigène dans un morceau de CMH, dans une molécule de CMH de classe 2. Et là, dans le cas d'un virus, vous allez avoir synthèse de CMH de classe 1, en même temps synthèse de virus, et sortie de ce CMH de classe 1 qui contient le virus. Ça va être présenté à la surface. Ensuite, il y aura donc des lymphocytes T qui vont venir reconnaître ces antigènes. Bon, là, j'ai écrit un petit peu pour expliquer un petit peu le schéma. Dans le cas d'une infection et de la rentrée d'un corps immunogène étranger, il se passe les choses suivantes. La molécule, donc, suivant la nature de l'antigène, les molécules CMH de classe 1 et de classe 2 sont synthétisées au niveau du RER. Ensuite, CMH de classe 2 est relié à une molécule LI qui empêche le CMH de se lier à d'autres protéines. Ensuite, les deux CMH vont passer dans le Golgi. Le CMH1 va directement à la surface cellulaire portant l'antigène, donc l'antigène qui est endogène dans ce cas-là. Et le CMH de classe 2 va se lier à un phagolysosome qui se lie à des peptides du micro-organisme exogène qui vient de l'extérieur, dégradé, et ça va être présenté dans une molécule de CMH de classe 2. Alors, ceci, ça s'appelle un apprêtement. Hein. Alors, cet apprêtement, il dure entre 2 et 4 heures. Hein. Donc, la cellule, quand elle va prendre l'antigène, le digérer, le présenter, ça prend entre 2 et 4 heures. Alors, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez revoir encore cette partie, la partie précédente, et revoir le descriptif ici pour essayer de comprendre. Alors, bon, on n'a pas encore vu les anticorps, mais on sait que les anticorps sont synthétisés que par les lymphocytes B, ils vont se lier de façon spécifique à leur antigène. Alors, on a donc des signaux entre l'antigène et l'anticorps. Donc, la stimulation par le récepteur de l'antigène, le premier signal, est nécessaire, mais pas suffisant pour activer un lymphocyte. Alors, quand un antigène se fixe sur un lymphocyte, ça va constituer ce qu'on appelle le premier signal. Alors, ce premier signal va donc activer donc le lymphocyte, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un deuxième signal délivré par un autre type de cellule et nécessaire à l'expansion, à la différenciation qui lui fait suite. Donc, un deuxième signal est nécessaire pour la suite de l'activation du lymphocyte, par exemple. Alors, pour le lymphocyte B, ce deuxième signal est donné par le lymphocyte T. C'est pour ça que je vous ai dit que le lymphocyte T, c'est lui qui va déclencher la réaction immunitaire spécifique. Alors, le lymphocyte T, donc le lymphocyte B, a besoin de l'activation par le lymphocyte T pour permettre bien sûr, la poursuite de la réaction immunitaire spécifique. Alors, et plus particulièrement par la sous-population donc TH2, lymphocyte TH2. D'accord? Alors, cette population TH2, c'est elle qui va stimuler le lymphocyte B pour produire des anticorps. Donc, c'est ce qu'on appelle, on va voir par la suite, la réaction immunitaire spécifique humorale. Humorale, ça veut dire qui produit des anticorps. Alors, celle-là a besoin de lymphocyte TH2. D'accord? On va voir par la suite, celle qui active le lymphocyte T cytotoxique, c'est une population TH1. Alors, pour le lymphocyte T naïf, ce deuxième signal, encore appelé co-stimulateur, peut être apporté par trois populations distinctes qui sont ou bien le lymphocyte B qui va activer le lymphocyte T, ou bien le macrophage qui va présenter l'antigène
qui est une CPA qui peut présenter l'antigène au lymphocyte T, ou bien une cellule dendritique folliculaire qui va présenter l'antigène au lymphocyte T. Alors, tous ces trois-là sont considérés comme des cellules présentatrices d'antigènes qui vont présenter l'antigène au lymphocyte T pour l'activer, pour suivre l'activation. D'accord? On va voir ça dans un schéma plus long. Alors, l'activation du lymphocyte T nécessite non seulement ce co-stimulateur, mais aussi un traitement et une présentation particulière de l'antigène dont seuls sont capables les CPA. Comme on a vu tout à l'heure, donc l'activation du lymphocyte T, comme on a dit avant, donc le lymphocyte T ne peut pas reconnaître l'antigène libre, il faut que l'antigène soit présenté dans une molécule de CMH de classe 2 pour l'activer. Les antigènes libres ne sont pas reconnus par le lymphocyte T. Ils sont reconnus par le lymphocyte B. D'accord? D'accord? Il faut retenir ça. Le lymphocyte T ne reconnaît pas les antigènes libres. Il faut que l'antigène soit présenté dans une molécule de CMH de classe 2 par une CPA. Alors, l'absence de deuxième signal, c'est-à-dire pour une présentation de l'antigène par toute autre cellule de l'organisme, la stimulation du lymphocyte T aboutit à une non-réponse. Une non-réponse, ça veut dire que s'il n'y a pas de stimulation, de co-stimulation, il n'y a pas de réponse cellulaire. Hein? Alors, ça va nous emmener à une théorie, ce qu'on appelle la théorie de la tolérance. Ça veut dire que si d'autres cellules du corps présentent l'antigène, autre que les cellules immunitaires, hein, s'ils présentent, mais donc le lymphocyte ne veut pas reconnaître ça, ça va être considéré comme une non-réponse et il n'y aura pas une suite à cette activation. Cette non-réponse ou bien énergie, on appelle énergie, est le support de la tolérance périphérique. Alors, cette tolérance périphérique, ça veut dire cette tolérance, puisque donc nos cellules immunitaires n'ont pas été stimulées, n'ont pas reçu une deuxième stimulation, une co-stimulation. Ça veut dire que les lymphocytes T considèrent que les cellules du foie comme cellules du foie, il ne faut pas les attaquer. Donc, ils sont tolérants envers ces non-cellules, les cellules du foie. Alors, puisque la majorité des lymphocytes B nécessitent une aide des lymphocytes T, donc, bien sûr, là, on a dit, le lymphocyte T, c'est la pièce centrale de l'immunité spécifique. Si le lymphocyte T n'est pas activé, n'est pas suffisamment stimulé, il ne peut pas donner une réaction immunitaire spécifique, même si le lymphocyte B est stimulé. Alors, ça veut dire, on dit une expression qui est très importante, on dit que la tolérance T garantit la tolérance B. Ça, c'est un terme qui est important. La tolérance T garantit la tolérance B. Ça veut dire que la tolérance T, c'est une garantie. Donc, c'est une garantie. C'est une protection pour empêcher la stimulation du lymphocyte B. Donc, elle va garantir sa tolérance, elle va garantir une bonne immunité et ne pas avoir une auto-immunité. D'accord? Bon, alors, cette dernière partie, on va y revenir plus tard dans comment ça se fait, cette tolérance, comment il va y avoir cet apprentissage au niveau de la tolérance. On va voir ça dans le cours suivant. Alors là, on va arrêter donc notre cours 7 et je vous demande de revoir cette vidéo de façon lente. Bien sûr, avant de voir ce cours-là, il faut avoir déjà vu les autres cours, donc pour pouvoir suivre la procédure, le cours de façon correcte. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages et là, on va arrêter notre cours et je vous remercie pour votre attention.